Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France, vous le savez, qui tiennent leur congrès, et maire de la ville de Sceaux. Bonsoir Philippe Laurent. Bonsoir, merci de votre invitation. Et merci d'être là, parce que j'imagine qu'évidemment ce congrès des maires, c'est un moment important. Pour vous surtout, on le disait à l'instant, c'est le dernier congrès du mandat, de votre mandat, parce que les élections municipales, c'est donc en mars 2026, et les élections municipales sous tension, on en dira un mot. Beaucoup de questions à vous poser. Le budget des collectivités locales, la taxe foncière tollée depuis les déclarations du gouvernement. Mais d'abord, deux questions. Est-ce que vous étiez là lorsque le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a dit attention, vous s'est adressé au maire en disant attention, ça se trouve, on pourrait être en guerre bientôt. Vous étiez là ? Oui, absolument. Et comment vous avez réagi ? Première fois qu'il y a aussi un chef d'état-major des armées qui s'adresse au maire. Vous avez réagi comment ? Vous êtes dit, mais il fait quoi ? Il fait du catastrophisme ? Qu'est-ce qu'il fait ? Écoutez, il a fait une démonstration qui était intéressante et qui était prenante. D'ailleurs, la salle était très silencieuse. Il y avait beaucoup de monde. Hein. C'était dans le grand auditorium du Congrès. C'est la première fois qu'un chef d'état-major des armées venait au Congrès des maires de France. Donc nous l'avions invité parce qu'il y avait une demande et un souhait que nous partagions d'ailleurs de redévelopper ce qu'on appelle le lien armée-nation et que évidemment les maires sont avec leurs équipes sont bien placés pour faire ça. Et effectivement ça a marqué beaucoup les participants à cette rencontre, à cette conférence. Ça a été assez court, mais c'était très déterminé. Et ça a fait prendre conscience, je crois, à beaucoup d'entre nous du fait que finalement, on savait vaguement qu'il pouvait y avoir un danger, mais là, le danger a été vraiment exprimé de manière très claire par le général Mandon. Mais du coup, c'est quoi votre réaction en tant que vice-président de l'AMF et puis maire de Sceaux ? Vous vous dites, en rentrant chez vous hier soir ou tout à l'heure, qu'est-ce que vous allez faire ? Oui, nous avions déjà donc décidé, puisque l'AMF a signé une convention avec les armées pour développer des actions de pédagogie, notamment auprès de la population. On avait déjà décidé donc, de faire un certain nombre de choses, après les élections municipales, hein, naturellement. Donc si... Bien sûr, nous sommes réélus, naturellement. Mais en tout cas, on avait décidé d'entamer des actions, donc on va le faire. Et voilà, donc je pense que ce discours, il a été tenu devant plusieurs milliers de personnes, il est donc totalement public. Je pense qu'il aurait certainement intérêt à être tenu aussi de manière encore plus large, sur les médias, etc., puisque c'est le discours. Voilà, et je pense que c'était une situation, enfin une description assez réaliste de la situation. Autre grand point dans l'actualité plus généraliste, la question du trafic de drogue, des narcotrafiquants. Est-ce que vous, par exemple, à Sceaux, parce qu'on dit beaucoup, c'est quand même une question de bobos riches, enfin les consommateurs, c'est des bobos riches des centres-villes. Pardon, Sceaux, comme Paris, c'est quand même des villes de bobos riches. Consommateurs, et vous avez un problème à Sceaux ? Vous êtes confronté à ça, aux narcotrafiquants ? Il y a du trafic, comme il y en a dans 80% des communes de France. Hein. Il y en a partout. Après, est-ce que ce trafic génère des risques d'incivilité, des risques de délinquance, etc. Enfin, en tout cas de violence. Ça, c'est un autre sujet. À Sceaux, ça n'est pas le cas. Ça se passe de manière assez calme. Et nous connaissons, en effet, là où sont les points de deal. J'aurais tendance à dire que s'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de vendeurs. Et que donc, en effet, ce que nous demandons, nous, les maires de France, d'abord, c'est une présence policière plus forte, parce qu'il faut absolument harceler donc, les vendeurs. Enfin, voilà. Vous êtes pour une police municipale armée ? Moi, je suis d'abord pour une police nationale présente. D'abord. D'accord. Surtout sur ces questions-là. Après, sur la police municipale est une police de tranquillité du quotidien. Elle est utile. Mais il ne faut pas qu'elle se substitue à la police nationale. Et plus on développe ses compétences, plus on développe son armement, effectivement, le risque, c'est qu'elle se substitue à la police nationale et que la police nationale disparaisse. Ce serait très, très mauvais, parce que la police nationale a besoin aussi d'une implantation sur les territoires. Question de moyens, ça le fera le lien avec le budget, c'est des questions de moyens, on va vous rétorquer. Les moyens que n'a pas l'État, les collectivités et les communes ne les ont pas non plus. Oui, c'est ce que vous dites. Alors justement, on va parler de moyens, on va parler une des recettes possibles, c'est l'augmentation de la taxe foncière. Vous avez entendu comme moi les propositions du gouvernement qui dit qu'il pourrait y avoir une hausse de la taxe foncière
foncière, une réévaluation en fait de la base de la taxe foncière qui pourrait concerner 7,4 millions de logements en 2026. Ça suscite la polémique. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous dites pourquoi pas, parce que c'est une manière de faire entrer plus d'argent, hein? Alors, la situation est assez compliquée de ce point de vue. D'abord, nous ne sommes pas du tout à l'origine de cette demande. Hein, Important à préciser. Oui, c'est important. C'est venu comme ça et moi je l'ai appris donc ce matin, comme vous tous et vous toutes d'ailleurs. Hein. J'ai appris ça donc aux informations. Bon, très bien. Vous n'étiez pas au courant du tout. Non. À l'AMF, vous n'étiez pas au courant. Nous n'étions pas au courant. C'est une initiative du gouvernement, enfin une initiative de la DGFiP, en fait, la Direction Générale des Finances Publiques. Alors, il faut savoir comment c'est fait la taxe foncière. En réalité, vous avez d'abord une base qui est fixée par les services de l'État, donc la DGFiP, et puis après, il y a un taux qui est fixé et qui est délibéré par les conseils municipaux. Bon, donc là, le taux, on n'en parle pas. On parle de la base. Et il se trouve que cette base, elle est toujours calculée sur des éléments qui datent des années 1970. Si le bien, la maison ou l'appartement a fait l'objet d'un permis de construire, d'une déclaration de travaux, il y a eu révalorisation. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire de la baignoire, etc., qu'on n'avait pas vu, salle de bain, on le sait. Donc, toilette. Là, il s'agit de biens, en fait, qui n'ont jamais été revus depuis donc, les années 70. Et donc, l'administration a dit, avec quand même un certain bon sens, bon, il y a quand même très peu de chances que tous ces biens n'aient pas les éléments de confort minimaux. Ça a été fait d'une manière ou d'une autre. Et donc, par conséquent, on considère que c'est fait. Et donc, on majore de ce point de vue la taxe foncière. Évidemment, si un propriétaire dit « moi, j'ai pas les toilettes dans la maison, j'ai pas de baignoire, j'ai pas de douche, j'ai rien dans mon appartement... » Donc, vous êtes plutôt favorable? On n'est pas contre. On n'est pas contre. On n'est pas contre. Donc, vous êtes favorable, vous n'êtes pas contre, oui. Quand même. Non, je ne sais pas si vous avez écouté Jordan Bardella qui dit c'est toujours les présidents du Rassemblement national qui dit en fait les propriétaires sont en train de devenir les vaches à lait du gouvernement, des maires. Là, pour le coup, on n'a pas décidé. Oui, c'est-à-dire que le gouvernement qui quand même veut nous prendre pas mal d'argent, nous on l'estime à entre 7 et 8 milliards d'euros, là, il nous redonne 500 millions. Enfin, quand je dis redonne, c'est pas forcément au même. Hein. Il ne les prend pas forcément au même que ceux à qui il donne. Mais les 500 millions viendra... c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Ah non, mais Philippe Laurent, allez-y, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui, une bonne nouvelle pour certaines. Moi, vous savez... Dans ma ville, ça ne va rien toucher. Hein, Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de bien de ce type. Ouais, parce qu'il n'y a pas de taudis. Alors, voilà. depuis qu'on parle de budget, à chaque fois on entend, il y a évidemment tous ceux qui protestent en disant que c'est un budget quand même extrêmement difficile. Tout a été revu à la hausse par le débat à l'Assemblée nationale. Maintenant, on va voir ce qui va se passer évidemment, peut-être déjà ce week-end, et puis ce qui se passera ensuite au Sénat. Le budget des collectivités locales, il a été, c'est moins 4,6 milliards d'euros, même plus si on rajoute différents éléments. Nous estimons entre 7 et 8 milliards. Voilà, vous estimez, l'autre vice-président, André Lanial de l'AMF, il dit que c'est 7-8 milliards. C'est ce que vous dites aussi? Oui, bien sûr, on a fait les calculs ensemble. Oui, on a fait les calculs ensemble. Comment vous arrivez à ça? Et finalement, lorsqu'on voit notre ressenti à nous, citoyens, on ne peut pas se dire qu'on a le sentiment que les collectivités locales soient à l'os. On se trompe? Alors, d'abord, les situations des collectivités locales sont très différentes les unes des autres. Là, on raisonne sur un montant global, mais non, mais on est d'accord, il y a des grosses villes, des petites villes, c'est bien sûr. Non, mais il y a les départements aussi. Il y a les départements qui sont en très grande difficulté parce que donc, les dépenses sociales augmentent de manière très importante et c'est eux qui les financent. Et par exemple... Notamment le RSA. Par exemple, il n'y a pas que ça, il y a toutes les allocations handicapées, etc. Les départements sont des acteurs importants dans le financement des petites communes, notamment sur l'investissement. Donc là, ils sont en train de réduire fortement leurs aides. Donc ça veut dire que là aussi, les petites communes, notamment les communes rurales, auront moins de moyens pour investir de la part des départements. Donc ça se rajoute aussi ça aux difficultés. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a des communes qui sont plus à l'aise que d'autres. Mais ce n'est pas forcément celles qu'on croit. C'est pas forcément celle qu'on croit. Et de toute façon, à un moment donné, le prix, le coût est le même pour tout le monde, de réfection de voirie, d'entretien de bâtiments, de rénovation thermique des bâtiments. C'est le même pour tout le monde, qu'on soit une ville, entre guillemets, riche, une ville pauvre. Les villes riches n'existent pas. C'est des villes habitées par des gens aisés. Oui. Mais ça... Je vais vous en citer quand même. On voit quand ça se voit au niveau des travaux. Non, mais bon. Oui, il y a des villes plus riches que d'autres, quoi. Oui, enfin, au niveau des travaux. Par exemple, les travaux de voirie. Je voudrais attirer, d'ailleurs, la Fédération des travaux publics le dit, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, par exemple, le réseau de voirie, c'est à peu près 1 million de kilomètres. Oui.
il y en a 1% qui sont gérés par l'État. Tout le reste, c'est les collectivités, départements et communes. Ouais. Ce réseau de voirie, il était au 2e niveau en qualité il y a 20 ans. Il est aujourd'hui au 20e niveau en qualité. Donc il y a une dégradation de ce patrimoine qui est extrêmement importante. C'est vrai aussi pour les réseaux d'assainissement qui sont financés par les collectivités. C'est vrai aussi pour les bâtiments publics qui ont été construits en grande partie dans les années 80 et qui sont aujourd'hui en mauvais état. Vous regardez par exemple l'augmentation du nombre de fonctionnaires. C'est chez vous qu'il y en a le plus. Donc, il y a quand même peut-être une nouvelle gestion. Je parle pas de votre ville, hein, je parle en général. Bien sûr, j'ai bien compris. Il y a quand même peut-être une gestion à rendre plus efficace. Oui. Alors, quand vous regardez l'augmentation du nombre d'agents publics, il y a en effet des secteurs dans lesquels il y a eu augmentation. Je vais vous dire lesquels. Il y a la police municipale. 30 000 agents de police municipale qui n'existaient pas il y a 25 ans. Les crèches. Nous avons développé considérablement, à la demande d'ailleurs du gouvernement, le nombre de places de crèche. Ça ne veut pas dire que tout le monde en trouve. Mais il y a des communes dans lesquelles 80% de la demande est satisfaite. Donc développer le nombre de places de crèche. Et le nombre de places de crèche, c'est du personnel. Et là, vous n'avez pas de gain de productivité sur ces choses-là. Vous avez tant d'enfants dans la crèche. C'est comme lorsqu'on parle de faire des économies dans les hôpitaux, on vous dit mais vous voulez supprimer le nombre de médecins et d'infirmiers. Pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est que, ce qu'on veut, c'est de dire que peut-être qu'on a besoin de moins d'administratifs, on a besoin de moins d'échelons, etc. Il n'y a pas beaucoup d'administratifs dans les collectivités. Oui. Dans les collectivités, 80% des agents, dans les communes en tout cas, 80% des agents, ils sont auprès des gens. C'est les centres de loisirs, les crèches, le personnel qui est dans les écoles. Parce qu'en dehors des enseignants, tous les autres personnels sont des personnels communaux. Donc pour vous, il n'y a aucune économie à faire. Mais si, il y a toujours des économies. Mais pas là. Il y a toujours, pas bien sur sûr, le nombre de fonctionnaires. Mais pas. Peut-être ici ou là, il peut y en avoir. Mais pas au niveau de ce que veut le gouvernement. Nous priver de 7 à 8 milliards de recettes sur l'année, c'est absolument énorme. Ça veut dire c'est la réduction, c'est la division quasiment par 2 de notre capacité d'autofinancement, parce que nous sommes en autofinancement. On a une capacité d'autofinancement pour financer l'investissement. Ça veut dire que c'est l'investissement qui en fera les frais. Et donc, ça veut dire le patrimoine de notre pays qui va se dégrader. Quand je parle du patrimoine... Donc comment vous voyez les choses, là ? Eh bien, je pense que le gouvernement... Vous êtes prêt à faire quoi ? Vous êtes prêt à... Nous, on est prêt à gérer le mieux possible. Je crois qu'on gère au moins aussi bien que les autres, et notamment que l'État. Les 35 heures dans les 35 heures ? Oui, ils sont appliqués dans la très très grande majorité des cas. Et lorsqu'ils ne sont pas appliqués, eh bien, il revient précisément au préfet et aux tribunaux administratifs de faire respecter la loi, parce que la loi, elle est à 1607 heures, effectivement. Et nous sommes tout à fait d'accord. L'AMF n'a jamais demandé que celles et ceux qui sont peu nombreux, mais en tout cas, il y en a, qui n'appliquent pas les 1607 heures, ça représente très peu. Moi, je pense que sur les 40 000 collectivités locales qui existent en France, c'est quelques pourcents, peut-être 1 ou 2%, mais pas davantage. Donc, pour vous, vous n'allez pas faire grève, qu'est-ce que vous allez faire Eh oui, on alerte. Et on alerte aussi l'ensemble des habitants en leur disant, écoutez, est-ce que vous souhaitez vraiment une diminution du niveau des services publics du quotidien ? Non, mais de dire comme ça, c'est évident que non. Donc voilà. Donc ils vont tirer les conséquences et il faut faire pression pour que, effectivement, les moyens des collectivités locales ne soient pas réduits ou en tout cas soient beaucoup moins réduits que ce qui est prévu, parce que c'est vraiment sacrifier à la fois le service public et sacrifier l'investissement. Philippe Laurent, sur la question des logements, on voit bien que c'est la grande pénurie, le grand naufrage. On peut employer tous les qualificatifs pour dire que, évidemment, c'est une catastrophe. D'abord, première déclaration. Premier point, la fin des HLM à vie, décidément. C'est le ministre du Logement et de la Ville, Vincent Jeanbrun, qui a fait cette proposition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est déjà le cas. Si on applique les textes, on peut le faire. Si on veut le faire. Il faut vouloir le faire. Faut vouloir le faire. D'abord, lorsque vous êtes en sous-occupation de logement, eh bien, vous avez toute une procédure qui prend un certain temps, naturellement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais qui permet de faire en sorte que l'occupant qui est en sous-occupation de logement, eh bien, parte dans un autre logement pour mettre une famille plus nombreuse. Vous avez aussi la possibilité, lorsque l'occupant a un salaire ou un revenu qui dépasse les plafonds, d'abord d'appliquer un surloyer, puis aussi, au bout d'un certain temps et au bout d'un certain niveau, de le faire partir également. Ça existe déjà. Ça existe déjà, donc il faut juste le faire. Est-ce que vous êtes la solution du guichet unique que veut Vincent Jeanbrun ? Vous y êtes favorable ?
En fait, que ça soit beaucoup plus simple, dire pour le construire. À la limite, il y a un guichet unique auprès du préfet et hop, ça y est, c'est parti. Oui. Moi, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Je pense que Vincent Jeanbrun connaît parfaitement la question, parce qu'il a été maire de l'Île-et-Rose, etc. Et c'est d'ailleurs tout à fait à côté de Sceaux, donc on se connaît bien. Je pense que la question du logement, en réalité, le vrai sujet, c'est qu'on n'investit pas assez, d'une manière générale, dans le logement, que ce soit dans le logement social ou dans le logement non social. Pourquoi ? Parce que le propriétaire de logement, le propriétaire privé de logement, aujourd'hui, il est surtaxé. Et c'est vrai que le logement est surtaxé. Ouais. Il est surtaxé. Ouais. Non, mais je le dis. Il y a la taxe foncière. D'ailleurs, la taxe foncière, il participe. Mais il est surtaxé. Donc, par conséquent, aujourd'hui, les propriétaires privés qui ont de l'épargne, et il y en a, comme beaucoup, eh bien, n'investissent plus dans le logement locatif, enfin, pour le mettre en location. Donc il y a tout un état d'esprit et tout un système à revoir. Vous savez, le logement, c'est d'abord une question de politique fiscale. C'est pas uniquement une question de gestion locale, c'est d'abord une question de politique fiscale nationale. Puis ensuite, il y a en effet, pour la réalisation des logements, eh bien, l'implication des acteurs locaux. Il y a combien de logements sociaux chez vous, à Sceaux ? 27%. D'accord, donc vous êtes dans la bonne... C'est pas si pire. Oui, non, c'est pas si pire, comme vous 27%, oui, absolument. Je ne sais pas si vous avez vu cette polémique, alors c'est à Paris, de créer un logement social Place des Vosges, qui est le cœur, la magnifique place, etc. Alors que beaucoup disent, oula, ça va créer une distorsion. À côté, il y a le grand hôtel qui vient d'ouvrir Xavier Niel, enfin que va ouvrir Xavier Niel, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la provocation pour vous ? C'est de la politique ? Non, je ne pense pas. D'abord, je pense que Sceaux est peut-être de ce point de vue, sinon un exemple, enfin en tout cas quelque chose qui marche plutôt bien. Nous avons des logements sociaux dans à peu près tous les quartiers. Il en faut dans tous les quartiers. Il en faut dans tous les quartiers, bien sûr. Il faut de la mixité. Vous savez, nous avons donc appliqué une règle qui est très simple, c'est dès lors qu'un immeuble se construit, il y a 30% en logement social. Voilà, et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Alors évidemment, après, il peut y avoir des sujets, mais je trouve que même les habitants, enfin les habitants qui achètent des logements à proximité des logements sociaux, eh bien ça se passe bien parce que précisément ce sont des petites quantités. Philippe Laurent, vous allez vous représenter. Il y a les élections municipales, c'est à risque. Parce que le portrait, c'est 35 000 maires de France ont en moyenne 60 ans, c'est à peu près votre âge. Merci, 40% des retraités, un peu plus, je sais, mais enfin voilà. 40% des retraités, 80% des hommes. Bon, et il faut quand même des jeunes, non ? Oui, ben d'ailleurs, c'est le sens de la campagne qu'a lancée l'Association des maires de France, engagez-vous, enfin, etc., qui fonctionne. Bon. En effet, nous sommes tout à fait favorables à ce qu'il y ait un certain renouvellement. Mais bon, maintenant... Et à Sceaux aussi, vous êtes favorable à ce qu'il y ait un renouvellement ? Oui, mais il y aura de toute façon, quoi qu'il en soit, un renouvellement. Une partie des élus qui ne le seront plus dans quelques mois. Le maire, lui, réfléchit. Le maire y réfléchit, j'ai bien compris. Élections sous tension, ça va être très important, ces élections législatives. Pour le pays. Vous voyez, c'est un lapsus intéressant. Ça, c'est un lapsus. Oui, parce que pour moi, c'est un peu le premier tour des législatives, vous êtes d'accord ? Oui, non. Non, non, je pense les élections municipales, ça va être je pense que les gens sont, enfin, les habitants font vraiment la distinction entre des élections municipales et puis des élections législatives, surtout dans les conditions actuelles. Je pense que on aura des élections municipales qui se passeront probablement assez bien, avec une forme de continuité tout de même, peut-être pas dans certaines grandes villes, mais enfin dans les villes moyennes, etc., ou petites communes. Peut-être pas les grandes villes où il y a eu des écolos, ça c'est peut-être là où est la tension. Je commence à vous décrypter, Philippe Laurent. Merci d'avoir été avec nous, maire de Sceaux et vice-président de l'Association des maires de France. Et puis demain, donc, c'est le Premier ministre, qui tient jusqu'à ce soir, jusqu'à demain, Sébastien Lecornu, qui viendra vous adresser son discours.